Bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous avaient suivis en première partie. Bienvenue à cette deuxième table ronde de la Réunion de chantiers de France. En première partie, nous nous sommes intéressés à l'acceptabilité des chantiers urbains. Nous avons vu quelles étaient les stratégies que déployaient les entreprises pour y faire face. Nous vous proposons dans cette seconde table ronde de parler plus spécifiquement de l'électrification du chantier urbain, un véritable virage stratégique pour les entreprises qui doivent intervenir dans cet espace-là. Je vous présente mes invités que vous allez reconnaître. Patrice Decourde, expert matériel à la direction matérielle de Vinci Construction France. Rebonjour Patrice. Bonjour, José Ramos, président des SONTP, entre autres. Rebonjour José. Alexandre Doyer, toujours président de Doyer Démolition, et Vincent Aftouche, directeur installation France chez JC Deco. Merci à tous. Nous accueillons en duplex Adrien Vacheneau, qui est le responsable des locations extérieures chez Bouygues Construction. Bonjour Adrien, merci de vous être connecté. On vous aurait accueilli volontiers à cette table ronde ce matin, mais vous avez été retenu. Patrice. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Patrice, ma première question est pour vous. Comment on anticipe un besoin électrique d'un chantier urbain dans la mesure où sa durée est variable? Ces besoins sont par définition variables et peut-être évolutifs. Comment vous appréhendez cette question chez Vinci? Alors, une fois qu'on a le matériel électrique, si on a pas de la chance, mais si on possède du matériel électrique, vous avez deux types de chantiers. Vous avez le chantier vraiment urbain, où là on peut avoir du matériel compact, facilement rechargeable en agence, ou pourquoi pas sur des bornes. Donc à ce moment-là, c'est assez facile. Et généralement, ce type de chantier, on parle de la demi-journée à la semaine. Et ensuite, vous avez des chantiers, moi j'appelle grands projets, un peu comme le Grand Paris, où là, les chantiers peuvent s'anticiper longtemps à l'avance, ou bien sûr, en fonction des outils qu'on va avoir sur place, on va, pourquoi pas, demander des connexions à Enedis pour avoir des compteurs temporaires. Et toute la question est là, c'est comment acquérir, est-ce que Enedis ou le réseau RTE est assez puissant dans la zone, la durée pour obtenir ce comptage. Voilà. La réactivité de l'opérateur, en l'occurrence, est-elle en adéquation avec vos contraintes d'exploitation? Parce que vous avez besoin d'intervenir rapidement et d'être rapidement opérationnel. Les branchements tardent parfois, voire ne sont pas possibles. Alors, dans les chantiers urbains, c'est sûr qu'on n'aura jamais le branchement la veille pour le lendemain, ça c'est quasiment sûr. Il leur faut plusieurs mois pour nous donner un branchement temporaire. Après, sur un chantier type Grand Paris, on a le branchement assez facilement, surtout en zone urbaine. Et généralement, il n'y a pas de problème de puissance en région parisienne. Mais le souci peut être pour des petits chantiers de plusieurs semaines, où là, il y a besoin de réfléchir comment alimenter nos équipements une fois qu'ils sont sur place et qu'on ne veut pas les faire rentrer tous les soirs à l'agence pour les recharger. Tout en sachant qu'aussi, à l'agence, on peut aussi avoir des problèmes de rechargement et de puissance disponible. Vincent, vous êtes consommateur de beaucoup d'électroportatifs, de l'outillage électroportatif. Vous intervenez en opération un petit peu commando. Est-ce que vous êtes autonome en énergie électrique sur vos interventions? En fait, ce qu'on recherche, c'est justement l'autonomie de nos équipes, parce qu'on ne dispose pas, dans le cadre de nos chantiers, d'alimentation électrique là où on doit intervenir. Et la nature de nos chantiers, courte et limitée dans le temps, fait que de toute façon, il n'y aurait pas matière en fait, à aller faire des branchements temporaires. Donc on recherche vraiment cette autonomie-là à tous les niveaux, donc à travers notre outillage, alors soit sur de la batterie, soit avec des outils qui se branchent, mais en embarquant des tout petits groupes électrogènes très légers, portables, de quelques kilowatts. On recherche vraiment ça et on le fait aussi à travers l'aménagement de nos véhicules. En fait, pour tous nos véhicules, on travaille avec des aménageurs qui équipent par exemple les forces de l'ordre ou les pompiers, etc. et qui en fait nous font des aménagements dédiés. On en a une trentaine différents en fonction de nos métiers. Et donc chacun de nos véhicules est aussi aménagé de manière à permettre soit la recharge des équipements à batterie, etc. Enfin, voilà, et aller vers un atelier. On essaie de transformer
nos véhicules en petits ateliers portables pour voilà. Une trentaine de configurations propres à vos métiers. Exactement. Sur un cahier des charges Jean-Claude Decaux, j'imagine. Exactement. Et systématiquement avec une alimentation électrique ou pas forcément? Ça dépend. Ça dépend des. Au cas par cas. Ouais. D'accord. José, sur vos matériels qui sont des matériels de voirie, est-ce que à l'heure actuelle, sur vos territoires, vous avez des possibilités de branchement de ces matériels? Comment vous répondre? Je serais tenté de dire que non, puisqu'à aujourd'hui, le chiffre qui est en borne ouverte, en tous les cas aujourd'hui en France, c'est globalement 120 ou 130 000. L'objectif étant en 2030 d'un peu plus de 400 000. Je pense qu'aujourd'hui on y est loin et donc le compte n'y est pas. Donc je dirais même les bornes ouvertes, c'est pas forcément pour les matériels de trop public, c'est pour les voitures dites privées. Donc aujourd'hui, il y a peu de collectivités qui nous donnent la possibilité d'être le 100% électrique au-delà d'une journée. Pourquoi? Parce que c'est le sujet d'autonomie. Aujourd'hui, nos engins, globalement, on pourrait travailler presque une journée complète sans avoir à les recharger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on serait tenté, pour des matériels de plus longue durée, d'avoir des groupes électrogènes, et ce serait quand même le comble d'être obligé de se recharger en électricité avec un groupe électrogène voilà, au GNR. Donc voilà, donc aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on n'a pas la vraie réponse à être voilà, au-delà d'une journée, d'avoir la capacité de faire du 100% électrique. Des essais qui ont déjà été faits sur la ville de Paris il y a un peu plus d'un an, où on a fait une journée de démonstration où voilà, les capacités, avec un loueur d'ailleurs, de matériel connu. On viendra à ces retours d'expérience sur le terrain. Alexandre, pour vous, la question de l'électrique, c'est un souci également? C'est pas un souci, ça fait partie de la planification, c'est-à-dire qu'un chantier de déconstruction, en particulier quand il dure plus de quelques jours, hein, c'est là 90% de nos chantiers durent des semaines, voire des mois, et certains des années. On doit faire avec de l'électricité. Et à ce stade, d'abord la maîtrise d'œuvre en est informée, ça fait partie de ce qu'on dit dans les jeux de questions-réponses avec nos maîtres d'ouvrage en phase d'appel d'offres. On en a besoin pour le désamiantage, on en a besoin pour la déconstruction, on en a besoin pour les bases vies. On ne peut pas se passer réellement d'électricité et mettre des groupes électrogènes, je vous rejoins, ce serait une hérésie. Néanmoins, parfois, on est obligé de démarrer avec du groupe électrogène. On distinguera, eu égard aux relations avec le concessionnaire, deux choses différentes. Une demande d'abonnement, c'est quelque chose de facile, de quasiment immédiat. En revanche, une consignation ou une suppression de branchement, ce sont deux choses différentes. Supprimer un branchement, si vous devez déconstruire un bâtiment et que le transformateur est dedans, vous devez faire appel à Enedis et renvoyer dans une autre zone avec une étude plus longue. Là, l'inertie est importante. On est sur plusieurs mois? Au-delà, oui. Plusieurs mois, oui, en dizaines. Enfin, ça peut être un an et demi si un transfo est public. En revanche, ça nécessite d'abord de l'information. Ça fait partie des grands pièges de la déconstruction pour un maître d'ouvrage, à savoir les diagnostics d'une manière générale, mais également les limites juridiques et les concessionnaires qui seraient ici, parce qu'on ne dévoie pas un réseau comme ça. Mais là, on parle d'Enedis, on peut parler du gaz, on peut parler d'un Trapil. Il y a tout un tas de concessionnaires qui circulent dans nos villes. Ça fait partie du temps de préparation indispensable aux travaux de déconstruction, oui. Adrien, comment vous appréhendez cette question énergétique chez Bouygues Construction Matériel? Alors, elle est assez complexe, bien évidemment. Elle dépend forcément de la nature des chantiers que nous avons. Et je rejoindrai tout ce qui a été dit autour de la table, avec des chantiers assez longs qui peuvent avoir un raccordement au réseau par Enedis ou par un autre concessionnaire qui nous permet d'avoir l'électricité à disposition. Mais on rencontre aussi, notamment dans les centres-villes, de moins en moins de disponibilité des transformateurs pour pouvoir y installer notre abonnement type tarif jaune. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup sur une réflexion de comment je peux optimiser ma consommation électrique pour pouvoir avoir des besoins moindres ou mieux adapter les demandes que je vais faire en besoins électriques par rapport au matériel que j'ai, parce qu'historiquement, on prenait peut-être toujours un peu large pour être sûr de ne pas manquer de courant. Aujourd'hui, on est dans une vraie logique d'optimisation pour pouvoir être pertinent dans nos demandes et pouvoir travailler sereinement en limitant notre impact. Donc, c'est très variable. On est plutôt, nous, sur un profil de chantier long, ce qui nous permet de réfléchir à une installation provisoire quand même de source sur le sujet. Et peut-être pour mettre un peu les pieds dans le plat, on n'est pas contre nous mettre un groupe électrogène pour recharger le matériel électrique, parce que quand on fait le bilan global, c'est quand même plus performant que de mettre que des machines thermiques. Donc, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est plus logique d'un point de vue émission de carbone
et autre de mettre un groupe électrogène qui recharge des matériels électriques que de rester en matériel thermique. C'est assez bizarre à regarder, mais au niveau de l'impact, c'est parfois plus performant. Paradoxal. Est-ce que pour vous, c'est une première étape dans cette voie de l'électrification intégrale des interventions en milieu urbain? Alors, c'est une étape, c'est pas forcément la première parce qu'on essaye de passer tout de suite à la version full électrique ou hybride ou solution alternative, pas passer par un groupe qui recharge du matériel électrique. Voilà, mais on a des systèmes qui fonctionnent avec des packs batteries je pense qu'on y reviendra peut-être dans le cours des discussions, mais qui sont parfois obligés d'être alimentés par un groupe électrogène, mais qui rend la globalité de l'équilibre total de l'installation électrique plus performant que aussi bien en bruit, en émissions de carbone faites ou même en fonctionnement, plus performant que si on mettait quelque chose d'autre. Donc on le garde sous la main quand les autres solutions ne passent pas. Sachant que votre mission, c'est de fournir les moyens matériels au chantier, vous disposez d'un parc, vous faites appel à des prestataires, de la location, où vous mettez le curseur pour à la fois satisfaire l'exploitant, le chantier, mais également le groupe pour lequel vous travaillez qui a une feuille de route et qui s'est engagé dans la décarbonation comme tous les acteurs de la construction en France. Alors, il faut être volontariste. Je pense que mes collègues autour de la table seront pareils. Donc, effectivement, on est beaucoup dans la proposition pour dire voilà ce qu'on est capable de faire et surtout de dire ce qu'on est capable de faire avec, je dirais, avec sincérité et honnêteté. C'est-à-dire qu'on ne va pas vendre ce qu'on n'est pas capable de faire. Il y a des choses aujourd'hui qui, très factuellement, sont possibles, sur lesquelles on peut mesurer l'impact qu'on a sur à la fois le réseau électrique ou sur la suppression de matériel thermique pour pouvoir être mieux intégré dans des centres urbains. C'est vraiment la prise en compte de la dimension riverain et environnement du chantier qui va être importante. On en a parlé, j'ai écouté la précédente discussion sur le bruit, notamment, les choses comme ça qui s'intègrent. C'est des choses qui sont importantes. Donc, l'idée, c'est d'être force de proposition. Voilà, on sait qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas encore très bien. On en a parlé, des choses qui ont une autonomie qui sont encore trop justes pour une journée de travail, donc ce n'est pas encore viable. Mais c'est pour ça qu'on travaille. On essaie d'embarquer l'ensemble de l'écosystème, fournisseurs, loueurs, constructeurs, et effectivement clients finaux, que ce soit des institutionnels ou des entreprises, pour pouvoir montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien et d'autres qui restent encore à progresser. Donc on est au début du chemin, bien sûr la route est longue, elle est sinueuse et parcourue et parsemée d'embûches, mais je trouve qu'on arrive à faire des choses relativement intéressantes à creuser. Donc l'idée c'est proactivité et voir ce qu'on peut faire. Parmi les solutions qui fonctionnent, l'électroportatif, l'outillage électroportatif, pour vous c'est plus un sujet depuis plusieurs années? Oui, c'est la grosse majorité de ce qu'on utilise. En fait, on a des besoins qui sont relativement limités dans le temps, donc ça répond bien à nos besoins, et après avec des recharges principalement, soit en agence directement sur le réseau, sur le secteur, soit avec des convertisseurs dans les véhicules qui se reprennent sur la motorisation elle-même. Mais oui, aujourd'hui, nous, c'est notre quotidien. Patrice, les typologies d'engins sont variées. Qu'est-ce qui est disponible sur étagère au-delà de l'électroportatif, en particulier sur le matériel compact et MIDI? Alors sur le matériel, aujourd'hui, qu'est-ce qui est disponible depuis même assez longtemps? On va dire c'est tous les matériels inférieurs à 10 tonnes, qui correspond surtout au matériel de VRD, matériel urbain. Il y a Mecalac là, avec une pelle de 12 tonnes. Alors, je ne fais pas de publicité, mais qui vient de sortir une Mecalac électrique là, qui est très bien. Donc le petit matériel compact ou MIDI, on le trouve très facilement depuis des années, mais qui est plus ou moins utilisé parce qu'il y a toujours les problèmes de logistique d'alimentation derrière. Et après, vous avez tout le matériel, on va dire, au-dessus de 20 tonnes. Alors moi, je parle surtout pour ma partie, on a énormément le gros de notre parc, c'est plutôt des machines au-delà de 20 tonnes. On parle de chargeuses, de pelles. Et là, l'offre est quasiment inexistante. Il y a quelques petites chargeuses qui sortent, mais c'est très, très minime. Sur le compact, est-ce que les autonomies sont suffisantes, selon vous? Alors, ça dépend des chantiers qu'on va faire. Alors, bien sûr, si c'est de l'intensif, généralement, c'est difficile, mais on y arrive. Bon, l'avantage de l'électrique, c'est qu'il n'y a pas de ralenti.
C'est assez performant, à puissance égale, avec un moteur thermique. Et ça se gère. Donc la personne, ça demande à changer le comportement aussi de l'opérateur, à être un peu plus... faire de l'éco-conduite, quoi, c'est-à-dire ménager la machine, ce qu'on ne faisait pas avant avec le diesel. Donc c'est anticiper tous les mouvements. Et bien sûr, au début, ça peut être assez difficile à convaincre, mais après, une fois que les gens sont convaincus, ça devient un réflexe et on voit que ça baisse. José, dans une PME telle que SNTP, est-ce que cette acceptabilité du changement, pour le coup, est facile à faire passer auprès de ses collaborateurs? Qu'on soit PME ou en entreprise, c'est un problème d'objectif que le chef d'entreprise se fixe. Donc aujourd'hui, la politique, que ce soit SNTP ou les autres structures de mon groupe, aujourd'hui se développe à tester de l'électrique. Alors, je dis tester parce que monsieur parlait effectivement d'une des machines sur pneus de 12 tonnes. Effectivement, on a été un des premiers à faire les essais il y a un peu plus d'1 an et demi sur le premier élément. Aujourd'hui, vous dire que c'est facile, alors je prends cet exemple, puisque la difficulté, c'était d'aller le recharger au plus près du chantier. Donc c'est un engin idéalement sur le chantier. Voilà, exactement. Je vais le citer parce que c'est mes calacs. Donc un engin polyvalent. Aujourd'hui, une journée de travail, c'est à peu près le maximum qu'elle est capable de faire si elle travaille en totalité 7 à 8 heures. Donc aujourd'hui, on a un problème de recharge. Vous allez en site urbain, je le disais tout à l'heure, si vous allez vous raccorder sur une borne, puisque c'est globalement le même fil, vous prenez un PV de la police municipale ou de la police nationale. Donc, ce qui veut dire déjà de prévoir une petite marge pour pouvoir translater, sachant que c'est sur cette étape-là qu'elle consomme énormément. Absolument, effectivement. Donc on lui enlève des heures opérationnelles. On lui enlève des heures opérationnelles. En tout cas des minutes. Voilà, donc l'usage. Alors les engins plus petits, que ce soit les mini-pelles ou les chargeuses compactes, on l'a également essayé. On peut dire que c'est plutôt efficace. Le sujet reste quand même la recharge et l'instant où on est plus d'une journée sur le site. Je ne parle pas d'électroportatif, même aujourd'hui, nos entreprises, en tous les cas la nôtre, on tend à dire on ne fera plus de tronçonneuses thermiques, des matériaux, des machines qu'on a l'habitude d'utiliser, on l'utilise en électrique, c'est facile. Je dirais même c'est encore plus facile, puisque ça évite d'avoir la gestion des carburants de manière globale. Donc l'usage du matériel électrique de petite taille, je pense que c'est simple, dès l'instant où la durée du chantier est faible. Ensuite, pour être dans la complémentarité de ce que disait mon collègue, aujourd'hui c'est l'usage à long terme, donc d'être en capacité d'avoir un point de recharge, ou en tout cas d'avoir une source énergétique qui nous permette de nous raccorder. Donc sur les chantiers de long terme c'est simple, chantiers de longue durée c'est encore plus simple. Et je prends un exemple, effectivement hors urbain, des carrières, ça fait bien longtemps que nos entreprises qui travaillent sur carrières utilisent des machines électriques, mais certes sédentaires, sans translation dans son usage. Dans un périmètre clos, c'est plus facile. Donc, on peut faire. Alexandre, qu'est-ce que vous avez à portée de main sur étagère pour réaliser un chantier de déconstruction en milieu urbain? Alors en effet, l'électrification et la déconstruction, c'est une vieille histoire. Je vais vous répondre métier par métier, hein, et je distinguerai le filaire de l'électroportatif et évidemment de la batterie embarquée. L'usage du filaire est, depuis, vous les connaissez, les robots déconstruction, c'est ce qu'on connaît le mieux. Un robot déconstruction, ça apporte 2 avantages. Le premier, c'est qu'un outil, enfin une machine de démolition, ça n'est qu'un porte-outil. Et plus on veut projeter loin un outil, plus le tonnage de l'engin sera lourd. Quand on va faire de la réhabilitation, de l'écrêtage, où on projette des matériels plus petits, on aime bien travailler avec les Brock ou Husqvarna, des solutions de robots déconstruction qui permettent de porter des outils plus puissants, parce que le moteur électrique a un avantage sur le moteur thermique, c'est d'abord un poids plus faible et une puissance plus forte. Ça veut dire que sur des machines de 2 tonnes, on peut mettre des outils qui correspondraient à des machines de 5 tonnes. Donc nous, on va rechercher la performance sur l'outil. En revanche, l'inconvénient de la machine, du robot déconstruction, ça va être son faible poids qui lui confère des inconvénients sur le cavage. Donc la puissance en terrassement, la puissance dans la manutention des gravats. Là, on aimerait qu'il soit plus lourd. Alors, oui et non, parce que comme on projette les matériels sur des planchers hauts, ce qu'on aimerait, c'est plutôt avoir des solutions non filaires sur des engins de translation.
Je pense, ce qu'on utilise couramment, c'est des Bobcat, enfin des mini-transporteurs. J'ai encore cité une marque, mais il s'agit d'un leader. Et ensuite, dans tous les autres métiers qui sont dans notre famille de compétences, dans notre chaîne de valeur, les désamianteurs ne bossent qu'avec de l'électroportatif, des déprimogènes, que de l'électrique filaire. Nos amis recycleurs peuvent avoir depuis des années des machines comme sur une carrière en poste fixe, en filaire, où là, on a peu de mouvements de matériel, et là on peut se projeter. Alors on ne parle pas encore des coûts, hein. Il faut absolument faire une équation financière. On a des gains sur l'exploitation d'un matériel électrique. À l'achat c'est très très cher d'une part, et d'autre part là où on attend des progrès. L'année dernière on a pu faire un test sur un camion poids lourd 100% électrique chez Scania, pour ne pas les citer, où on voit qu'on est obligé de dédier un usage. On ne peut pas transporter de l'inerte, on ne peut pas transporter de matière lourde avec un camion électrique si on attend une performance équivalente à une autre énergie, gaz ou pétrole. Ça, c'est ce que vous avez constaté à l'issue du test, vous l'aviez anticipé. C'est-à-dire qu'on s'est livré à une espèce de jeu, parce qu'on est passionné de matériel. Voilà, si je laisse partir mon camion en tournée avec sa lettre de voiture sur une ISO journée par rapport à un empirole gasoil. Voilà, le camion revient partant à 6h du matin, il revient dans la cour à 10h30 en n'ayant fait qu'une rotation, 2 rotations. Quand vous changez le paradigme et que vous dites je vais transporter que du léger, là on est à 3/4 de ce qu'il peut faire. Et puis quand par contre vous êtes dans une logique urbaine, à savoir que le chauffeur vient autrement, moyen de transport alternatif, transport en commun, du camion, ou voiture électrique, hein, parce que trouver des transports en commun à 4h du matin, c'est pas, il y en a très peu. Et là on se rend compte qu'on commence à avoir une obtention. Donc la mobilité, en tout cas sur le fret lourd, urbain, elle doit se faire par une réflexion. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la ville, dans un cercle restreint de la ville. Là, l'électrique est tout à fait adapté. En revanche, dès qu'on va devoir aller vers des plateformes de recyclage, c'est le propos qu'on évoquait tout à l'heure, hein, ça doit être tout à fait raisonné, non pas en silo, mais où va ma matière et à quoi elle va servir. Là, on est sur le cycle de production qu'il faut analyser étape par étape. La logistique d'un chantier de déconstruction, c'est de la logistique sortante. Un chantier de construction évoqué par nos confrères de chez Bouygues, c'est plutôt de la logistique entrante sur un chantier de construction avec un peu de déchets qui va sortir. Nous, on ne gère que du flux de déchets sortant. Ça veut dire que cette logistique doit être après. Vous mentionniez cette expérimentation. Le retour d'expérience que vous pouvez dresser à ce stade, pour vous, est-il positif ? Est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que pour l'instant c'est absolument pas adapté à vos métiers ? Il est encourageant parce qu'une solution n'existait pas, et puis on sait ce que c'est que la R&D. Hein. La R&D, ça y va d'épreuves, ça y va d'entrepreneurs un peu parfois farfelus qui vont se dire allez, je laisse tomber des points de marge, mais à un moment donné on est face à une réalité économique. On n'est pas sur des marchés, on n'est pas sur des activités à forte valeur ajoutée sur la déconstruction, les TP d'une manière générale. On a des taux de marge qui sont assez faibles. Le prix du matériel sur ces 5 dernières années a explosé, il n'y a pas d'autre mot. Et si on part vers l'électrification, il faut qu'on sache quel va être le coût horaire d'un kilowattheure. Ça, c'est important, qu'on ait une véritable perspective. J'allais dire, peu importe sa valeur, ce qui importe plus, c'est une stabilité. Pour qu'on puisse investir, il faut qu'on ait une perspective et une stabilité. Il ne nous faut pas de remise en question tous les 6 mois, dire finalement on prend une autre direction. Nous, on peut investir à la lumière si on nous dit ZFE ou si on nous dit on investira en conséquence. Mais il nous faut une stabilité. Adrien, vous avez multiplié les chantiers de test avec différents types de matériel et différents fournisseurs. Qu'est-ce que vous en retenez globalement ? Plusieurs choses, et certaines vont recouper ce qui a été dit par les autres intervenants. Au niveau performance des machines, quand elles fonctionnent, on est à performance égale, voire un peu supérieure, parce que le moteur électrique a tendance à être un peu plus punchy, on va dire, que son équivalent thermique. Et après, je classerais les matériels en fonction des familles de matériel, et les retours sont assez variables. Si je prends la gamme élévation, tout ce qui va toucher au nacelle, aujourd'hui, on n'a pas de souci de travail. Les usages qu'on en a, que ce soit pour la construction neuve, pour la réhabilitation, pour le TP et autres, sont largement couvertes par les autonomies des machines.
Donc, c'est toute cette gamme nacelle, on va dire nacelle articulée, nacelle ciseaux, est largement transformable et rechargeable sur chantier facilement. C'est des autonomies de plusieurs jours, donc on est plutôt tranquille. La gamme chariot télescopique, aujourd'hui, on est assez satisfait de la gamme 6 mètres qu'on peut trouver, qui remplace petit à petit les chariots thermiques, ce qui est un vrai avantage, notamment dans les chantiers où on a un sous-sol, où on a des sites confinés, où on est effectivement en plein centre-ville. C'est souvent le cas dans des chantiers de logement de réa sur les grandes métropoles françaises. Voilà, là, il y a des gammes un peu plus fortes qui devraient arriver fin d'année et qu'on est en train de tester, donc ça, c'est intéressant. Et après, la gamme terrassement, là, les retours sont plus mitigés. On a effectivement des autonomies qui sont beaucoup plus faibles par rapport à nos journées de travail type, on va dire. Même si on ne travaille pas 8 heures par jour, nous, on a plutôt des usages connexes sur ces petits matériels. Aujourd'hui, c'est quand même délicat. Dès qu'on commence à faire un peu de brise-roche, l'autonomie tombe à moins de 2 heures. Donc, c'est des choses qui, aujourd'hui, perturbent quand même la production du chantier. Donc, ça se fait vraiment sur des cas où l'usage le permet. Donc, ça nous challenge, nous, beaucoup sur quel usage on a réellement avec le matériel. Alors qu'historiquement, on prenait une machine, à peu près quel que soit l'usage qu'on en avait, on savait que la machine thermique faisait le travail. Et si elle était il y a un manque de carburant, il fallait quelques minutes à peine pour refaire le plein. Ce qui n'est pas le cas de la partie électrique. Donc, plus de difficultés sur la partie, je dirais, mini-pelle, chargeuse, voire compactage, petit compactage, qui est un peu plus délicat. Mais voilà, on sait qu'on est au début, que les évolutions des produits se font. Il y a de plus en plus de constructeurs qui proposent. Donc, on espère que l'autonomie des batteries vont le faire. Donc, si je résume, c'est au niveau conduite, fonctionnement, pareil, voire mieux. Au niveau autonomie, qui est le gros bémol, sur les engins à fort usage. Je crois que ça a été dit précédemment. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas sur une journée type. Voilà, sachant que la forte intensité d'usage sur les matériels, pour notre cas de figure, c'est clairement pas tous les matériels. Donc voilà. Et après, il y a aussi un gap de modèle économique qu'on pourra aborder par la suite. Vous travaillez étroitement avec certains constructeurs. Est-ce que vous les sentez toujours aussi impliqués et volontaires dans le développement de ces gammes, considérant que jusqu'à présent, le marché n'est pas là, la demande ne s'est pas concrétisée? Ouais, je nuancerai un peu plus parce qu'effectivement, on en fait sûrement moins d'étalage, moins de bruit qu'il y a 1 an ou 2 où on parlait effectivement que de ça. Moi, je trouve que les constructeurs sont toujours en train de proposer. Là, on est en lien avec des constructeurs qui élargissent leur gamme, hein, qui ont commencé par un modèle et qui commencent à proposer le 2e, le 3e, le 4e. Donc, ça se fait. Il y a des constructeurs qui ont basculé quasiment toute une gamme. Hein. Sur les nacelles, c'est peut-être plus simple, mais c'est aussi pour ça que c'est fait. Mais on voit les chariots, les pelles, les chargeuses, petit à petit, ça se fait. On a aussi, on l'a vu au dernier salon Intermat, hein, les matériels qui viennent d'Asie et autres sont full élec. Alors après, on n'a pas encore testé, donc je ne sais pas faire un retour d'expérience, mais challenge forcément les constructeurs, on va dire, plus historiques qu'on peut avoir. Donc forcément, il y a quand même une émulation, quand même une course sur le sujet, et on a de plus en plus de clients de nos chantiers qui sont intéressés par ce qu'on est capable de proposer, parce que ça rentre dans eux leur politique de décarbonation de leur activité dans l'ouvrage qu'ils construisent et qu'ils font construire. Donc, il y a toujours cette demande. Voilà, ça c'est peut-être moins officiellement en parlant, en faisant des grands communiqués de presse à tout va ou des salons dédiés sur le sujet, mais je trouve que le sujet de fond avance. Après, on aimerait toujours qu'il avance plus vite, ça c'est sûr, mais il y a toujours un intérêt et je trouve que l'intérêt, il s'inscrit dans la durée, encore de façon modérée, mais pour le coup, ceux qui y sont, ils y sont. Ils ne reviennent pas en arrière. Patrice, le groupe Vinci a également multiplié les chantiers tests. Qu'est-ce que vous mettez à l'actif du bilan de ces expérimentations? Alors, il y a eu un chantier test très urbain, c'était à Chevillarue, fin 2023, où on avait mis un compacteur, un finisseur 100% électrique de 10 tonnes. Et puis on avait aussi une répandeuse électrique. Donc ça a donné toute satisfaction, notamment on revient sur le sujet de ce matin où on parlait du voisinage, etc. Bon, il y a toujours le problème de la vibration. Donc on multiplie, bien sûr, on fait des tests avec les constructeurs. Bon, aujourd'hui, je rejoins ce que dit mon collègue, c'est-à-dire que les opérateurs, généralement, sont extrêmement contents dans les machines. Généralement, à puissance égale, elles sont plus performantes. Hein, c'est un peu normal, c'est de la mécanique. Hein, vis-à-vis de l'électricité, c'est un peu comme vos voitures électriques. On les trouve plus performantes, les voitures électriques. Et les essais, donc, on mène des essais. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas toute l'offre qui nous intéresse. Donc, on est un peu
un peu déçus, notamment par tous nos constructeurs, on va dire, occidentaux, hein, c'est-à-dire allemands et américains, où l'offre en électrique est encore extrêmement faible. Et encore, il y a des effets d'annonce comme à la BOMA, qui nous montrent plein de matériel électrique, mais on les aura peut-être dans 1 an ou 2 ans, tout en sachant que les Chinois sont là avec leurs machines, quoi. Et avec des gammes longues, en tout, pas forcément complètes, mais en tout cas très longues, sur une typologie de matériel assez diversifiée. Et qu'on arrive à tester aussi, hein, peut-être pas en Europe, mais qu'on arrive à tester et qui sont performants. José, vous faisiez mention de tests également. Vous, qu'est-ce que vous mettriez, alors non pas à l'actif, mais au passif de ces expérimentations? Aujourd'hui, effectivement, les tests qu'on a pu faire sont globalement satisfaisants sur des, je le redis, je le rappelle, effectivement, sur une journée. Quand on fait des tests, on n'est pas aussi à 100% de production, on est aussi dans la découverte du matériel, donc on ne se rend pas compte en état classique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va vers effectivement une réflexion. Je dirais que le matériel évolue, l'autonomie, il faut qu'elle évolue, et la capacité à se raccorder doit évoluer. Donc la facilité à avoir une réponse à l'engagement de mettre du matériel sur nos chantiers électriques. Mais aujourd'hui, on a aussi un sujet qu'on a frôlé tout à l'heure. C'est effectivement aujourd'hui un véhicule ou un engin électrique est globalement 2 fois, voire 2 fois et demi plus cher. Donc est-ce qu'aujourd'hui, même si c'est une volonté de nos maîtres d'ouvrage à dire il faut effectivement aller vers ces solutions décarbonées, donc avec une solution qui peut y répondre, c'est l'électrique, voire le tout électrique. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable, en tant que maître d'ouvrage, d'accepter que le tout électrique coûte plus cher à produire que l'énergie actuelle avec le GNR sur beaucoup de nos engins? Donc effectivement, voilà, le prix de vente doit être aussi en adéquation. Je le disais à la ville de Paris il y a à peine 1 an. J'ai dit, voilà, une fois qu'on a fait l'essai, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher? Dès l'instant où vous inscrivez ça dans votre cahier des charges, bon, j'ai pas eu complètement la réponse, et ce qui est logique, à tous les cas, et c'est pas une critique de ma part, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est capable dans notre pays de payer plus cher si on remplit l'objectif qui nous est imposé, en tous les cas? Patrice, le prix de vente, c'est une chose, le coût total de possession ou d'exploitation en est une autre. Est-ce que sur cette valeur-là, on se rapproche? Est-ce que l'écart est moindre? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez pu quantifier un petit peu? L'écart, bon, bien sûr, avec le matériel électrique, on va gagner en maintenance. Bon, après, ce qu'on ne sait toujours pas, mais bon, il y aurait quelques débuts des études qui diraient que on parle de la durée de vie des batteries, etc. La durée de vie des batteries ne serait pas si mauvaise que ça. Ensuite, tu peux rentrer aussi dans le TCO. On parlait de comment recharger quand on a un chantier, quand on a un finisseur qui se balade en région parisienne. Généralement, il ne rentre jamais au dépôt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être, pourquoi pas, avoir un power bank, où là, c'est aussi un coût. Faut le déplacer, il faut le recharger, et un power bank, ça peut être la moitié du prix d'un finisseur électrique, quoi, qui est peut-être entre 2 et 3 fois le prix d'un finisseur thermique. Donc on est, oui, pour alimenter, avant on faisait du bord à bord avec Total, maintenant comment on fait du bord à bord avec un powerbank électrique? Est-ce que demain il y aura un service indépendant qui s'en occupera? Est-ce que c'est à nous de l'acheter pour pouvoir alimenter nos propres machines? Ça rentrera dans le TCO de la machine. Il n'y a pas que la machine, il y a tout ce qui va aller autour pour la recharger. Adrien, d'un point de vue très théorique, c'est l'alimentation qui vient à la machine ou la machine doit aller à la source d'alimentation? Aujourd'hui, c'est la machine qui va à la source. Le but du jeu, c'est de mettre la source la plus proche possible de la machine. Parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir des chantiers qui ont une distribution d'installation électrique provisoire assez bien maillée, assez dense. Donc, l'armoire n'est jamais très loin de la machine, mais par contre, on ne peut pas mettre des prises de courant partout tout autour du chantier. Et c'est en certaines phases de chantier, notamment le terrassement, où il n'y a pas encore vraiment d'installation en place. Là, c'est effectivement compliqué. Mais sinon, c'est bien toujours la machine qui doit aller voir sa prise. Le but, c'est que la prise ne soit pas très, très loin de la machine. Et ça, c'est le casse-tête d'aujourd'hui. Et donc, effectivement, des solutions provisoires comme des packs batteries peuvent permettre de ramener la prise plus proche de la machine. Mais c'est bien la machine qui se déplace. Ce qui rend difficile les machines qui demandent beaucoup d'énergie pour se déplacer.
On en a parlé tout à l'heure. Un poste fixe, c'est assez facile d'alimenter une machine. Un poste mobile, c'est un autre défi. Un tout autre défi. Patrice, qu'est-ce qu'il existe à l'heure actuelle, de manière très concrète sur le marché, en pack mobile d'énergie? Batterie mobile. Vous avez tout type de pack batterie. Donc, si on parle on va dire, je ne vais pas parler de petits chantiers, mais si on revient sur des métiers comme pour Jean-Claude Declos, c'est avoir des petites batteries entre 3 et 5 kWh qui peuvent être rechargées soit dans le camion ou soit à l'extérieur, soit dans un bac à l'eau. Donc ça, on les trouve. Et puis vous pouvez trouver. Alors après, pour moi, il n'y a pas de limite. Après, c'est uniquement la taille du container. Aujourd'hui, on arrive à avoir, je sais pas, on est au-delà des 1000 kWh. Et après, voilà. Ensuite vient le problème du transport de ces packs de batterie, où là, il y a une réglementation, produits dangereux, etc. Donc là, avant, c'était un peu affranchi du gasoil parce qu'on le faisait livrer par des tiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec nos packs de batterie? Comment on les transporte, tout en sachant que oui, c'est un produit ADR, donc il faut le camion, il faut le chauffeur. Bon, voilà, c'est encore un coût. Sur l'électroportatif, est-ce que ça incite à sélectionner ses fournisseurs et surtout à les rationaliser les marques? Oui, alors on le fait. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui font des choses très performantes. Nous, on rationalise plus pour des questions de simplicité en fait, d'utilisation, pas nécessairement parce que certains sont plus performants que d'autres. Donc voilà, c'est plutôt par praticité, gestion de la maintenance, des pièces détachées, etc. Voilà, mais c'est vrai qu'on a, je pense, nous, des problèmes relativement simples, entre guillemets, par rapport à mes collègues là-dessus, parce que finalement, on a des besoins d'électricité qui sont, pour l'électroportatif, qui sont réduits, restreints, et sur lesquels les solutions de batterie ou de portabilité des batteries restent de petite ampleur. Et qui ne posent pas de problème à l'usage dans le fonctionnement quotidien de vos interventions. Non. Et par contre, après, pour les véhicules en eux-mêmes et les engins, là, on se heurte à ce qui a été dit avant, parce que nous, on a des chantiers courts et mobiles, donc avec des besoins de déplacement des véhicules. Et là, voilà, je rejoins en fait tout ce qui a été dit précédemment. Nous, on se heurte à la contrainte de l'autonomie. Voilà, l'usage après lui-même est très bien, la performance est très bien. Voilà, par contre, les besoins en déplacement sont plus difficiles à couvrir. Adrien, vous évoquiez tout à l'heure le groupe électrogène. Est-ce qu'il a encore sa place dans votre organisation? Oui, complètement. Alors c'est quelque chose, c'est un produit qu'on utilise quand même pas tous les jours, ça c'est sûr. Enfin, tous les jours si, mais c'est quand même le second choix après le fait d'être accordé au réseau Enedis ou un autre concessionnaire. Peu importe, le pack batterie a des intérêts, mais ce n'est que du stockage d'énergie, ce n'est pas de la production d'énergie. Il faut bien à un moment donné le recharger lui-même. Alors, on a commencé à des réflexions qui peut-être seront l'avenir, je ne sais pas, de rotation de pack batterie. Je rends le vide, j'en ai un plein comme on a avec les bouteilles de gaz à la maison ou les choses comme ça, pourquoi pas. Mais on n'en est quand même pas du tout là encore, surtout que c'est des matériels assez gros, donc ça demande des chargements en transport assez lourds. Donc le groupe électrogène, oui, ce qui est aujourd'hui notre défi, c'est de l'utiliser correctement, le groupe électrogène. Aujourd'hui, ils sont très souvent, on constate, surdimensionnés. Donc, en fait, ils tournent en plus à bas régime, ce qui en plus les abîme, ce qui n'est clairement pas l'optimal. Ils tournent souvent trop longtemps et pas un assez haut taux de charge. Donc, notre vrai défi, ça va être de mieux les utiliser. Et là, le pack batterie peut avoir son intérêt parce que le groupe va ne servir qu'à recharger le pack batterie. Donc, au lieu de tourner à 10% de charge pendant 8 heures, il va tourner correctement à 75% de charge pendant 2 ou 3 heures, le temps de recharger le pack batterie. Et là, on a un vrai intérêt d'un point de vue global sur la performance du matériel, et donc on l'utilise mieux, ce qui fait qu'on l'abîme moins. Et du coup, tous les impacts, on va dire, négatifs qu'a un groupe électrogène sont réduits au maximum, et ce qui nous permet, nous, de performer de façon plus fortement sur, le bruit, l'impact environnemental, et même la performance même des machines. Donc, il a encore de l'avenir, mais il va être sollicité fortement pour qu'on optimise très fortement son usage sur les chantiers. Donc déjà, bien dimensionner la puissance de ce groupe. Ouais. Est-ce qu'un groupe fonctionnant à l'hydrogène fait sens pour vous? Alors, nous, on a essayé de l'utiliser, on n'a pas encore testé, parce qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a notamment en milieu urbain, c'est la problématique de logistique d'approvisionnement et de recharge du groupe électrogène à hydrogène.
Clairement, alors déjà, on a eu du mal à voir exactement les distances de sécurité qu'il fallait respecter, les habilitations ou pas qu'il fallait pour recharger en fonction du mode de recharge. Est-ce qu'il fallait avoir une habilitation atmosphère explosive ou pas? Est-ce qu'il fallait quelle distance de sécurité? On entendait 3 mètres, 8 mètres, 11 mètres. Donc, c'était assez variable. Il y a des déclarations à faire en fonction du stockage d'hydrogène. Donc, en plein centre-ville, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine aujourd'hui. On changera peut-être d'avis demain, mais on ne l'a pas encore testé. Et chaque fois qu'on a voulu tester, c'était très compliqué. L'hydrogène, on l'a testé une fois sur une nacelle, la nacelle au lot, la ciseau au lot, qui marchait très bien, alors qu'il y a un range extender d'hydrogène par rapport à une machine électrique. Mais comme on avait dit, on avait du courant sur le chantier. Donc, en fait, on a testé pour voir la complexité de l'hydrogène. Et effectivement, c'était assez complexe parce que pour recharger la machine, il fallait un surpresseur qui fasse le plein de la machine. Et donc, c'est toute une chaîne logistique à mettre en place sur le chantier qui rend compliqué. Souvent, le chantier, ce qui marche le mieux, c'est quand c'est simple et qu'un maximum de personnes sur le chantier peuvent faire l'opération. Si on commence à dire qu'il n'y a qu'une personne qui est habilitée, qui a le droit de faire le plein, le jour où il n'est pas là, on ne fait pas le plein. Il faut former plusieurs personnes, donc ça met toute une complexité en place. Donc, l'hydrogène, sur ces chantiers urbains, je suis moins convaincu. Je pense que ce sera plutôt les gros chantiers de terrassement où il n'y a que les engins de terrassement qui sont là, qui auront un intérêt à travailler l'hydrogène et voir sous quelle formule. Pour l'instant, nous, côté de construction, c'est très embryonnaire notre retour d'expérience sur le sujet hydrogène. Chez Vinci, est-ce qu'on s'est fait un avis sur le groupe électrogène fonctionnant à l'hydrogène? J'en connais pas qui fonctionnent ainsi. Après, on a des groupes électrogènes, bien sûr, quand on a des chantiers de 1 mois, 2 mois, où il faut installer des bases vie, où là, il n'y a pas de raccordement temporaire. Donc, on va avoir des petits groupes électrogènes. Mais oui, coupler un groupe électrogène avec une batterie, oui, c'est le meilleur moyen de consommer moins et donc de faire moins d'émissions de CO2. Et ça permet de mieux gérer le groupe électrogène. Mais nous, aujourd'hui, quand on réfléchit, on est plutôt dans le power bank aujourd'hui, plutôt que le groupe électrogène. Voilà. En solution d'avenir sur du moyen et long terme ou plutôt en phase de transition en attendant Pour alimenter déjà aujourd'hui nos machines électriques, tant que, on va dire que les autorités ne mettent pas en place un réseau électrique pour les matériels temporaires. Demain, quand on aura tout 100% du matériel électrique, comme on fait demain en ville, dans le centre de Paris ou même en proche banlieue et pourquoi pas en province, comment on fait pour avoir du courant disponible assez rapidement? José, est-ce que vous voyez déployer des solutions fonctionnant à l'hydrogène dans votre entreprise sur vos chantiers? Je n'ai pas forcément le retour, donc je ne peux pas vous répondre directement, mais voilà, en tous les cas, je fais confiance à des gens qui sont spécialistes en matériel. Aujourd'hui, déjà, la difficulté, c'est quand même déjà électrique. Donc voilà, déjà, que ce soit une ressource hydrogène ou même avec des groupes électrogènes en solution ou en pas de batterie, aujourd'hui, c'est le sujet de l'électrique, c'est de savoir comment on l'utilise. Et puis effectivement, que ce soit peut-être plus développé que des périodes expérimentales. Aujourd'hui, on est encore, je pense, voilà. Je ne parle pas de l'électroportatif où là aujourd'hui on est tous convaincus que le groupe électrogène pour recharger un perfo est moins pratique, d'autant plus dans l'usage puisqu'on est rattaché par un fil. Et aujourd'hui dans tous les usages, que ce soit les débroussailleuses pour les gens des espaces verts ou nous avec notre petite machine, c'est quand même beaucoup plus simple d'être avec des packs. Patrice, vous vouliez ajouter? Oui, je vais parler de l'hydrogène. Et de l'hydrogène, aujourd'hui, il y a JCB qui fait quelques machines à hydrogène. Et vous avez Liber aussi qui a développé une chargeuse sur une carrière en Autriche pour faire l'hydrogène. L'hydrogène, ça sera peut-être l'avenir, mais ça sera l'avenir sur des sites fermés où on aura peut-être de l'hydrogène. Peut-être que demain, pour nos usines d'enrobés, ça sera de l'hydrogène au lieu de mettre du gaz. Mais aujourd'hui, c'est comment obtenir l'hydrogène. Et puis, vu le volume que ça prend, c'est pas facile du tout à développer en urbain. Vincent, l'hydrogène chez Giste-Decaux, c'est hors sujet? Hors sujet, je ne sais pas, mais c'est, oui, très embryonnaire. Nous, on n'est pas non plus des spécialistes de matériel. Et globalement, pour l'électroportatif, je dirais, les choses sont déjà bien couvertes et plutôt efficacement aujourd'hui. Voilà, donc après l'hydrogène en ville, voilà, peut-être une étape suivante. Nous, de toute façon, on est friand de tout ça et observateur des évolutions, mais voilà, je pense que c'est dans une autre temporalité, en tout cas pour les usages qui sont les nôtres.
Alexandre, est-ce que vous voyez déployer l'hydrogène sur vos chantiers qui sont par définition très contraints? Alors effectivement, quand on prend l'hydrogène, il faut en réalité regarder son coût carbone global. Combien de kilos de matière il faut pour produire un kilo d'hydrogène in fine. On fait confiance à nos constructeurs, on les challenge. On a vu aussi chez Liebherr, à la BOMAP précédente, une pelle qui avait 2-3 heures d'autonomie. Donc on les incite par le biais de nos syndicats, par nous-mêmes entrepreneurs, mais on se rend compte qu'en réalité, la question de l'énergie, c'est les énergies en fonction des usages. Et je pense qu'il ne faut pas être sectaire sur un usage exclusif du tout électrique. Il faut chercher l'équation la plus pérenne en termes de coûts, chantier. Voilà, c'est une matrice avec beaucoup de données d'entrée. On ne peut pas laisser de côté la R&D, ça c'est certain, mais il y a aussi les équations, les paradigmes de nos salariés, conducteurs de travaux, chefs d'agence, qu'il va falloir faire évoluer et les pousser vers, là aujourd'hui, moi je vois un avantage énorme à pousser les gars dans l'expérimentation. D'abord, ça valorise les gars, on leur demande leur retour. Opérateur, nous on achètera, on aura une équation à nous, mais il faut monter dans l'appel. On parle de la BOMA, on a pu essayer une 920 chez Liebherr. Alors voilà, j'ai essayé l'appel parce que je sais conduire les machines, où on n'est pas loin du 7 heures sur un engin de terrassement. Alors c'est la plus petite des grosses pelles, hein, on est sur 20 tonnes. Voilà, il y a des intérêts. Ça approche, mais il faut les pousser. Puis il y a aussi cette idée du market de masse, enfin du marché mature. Nous, ce qu'on leur demande, et c'est des constructeurs plus petits, Liebherr c'est un gros constructeur européen, mais sa production elle est infiniment plus petite que celle d'un Komatsu, d'un Caterpillar, d'un Hitachi, où ils produisent beaucoup plus d'engins. Et ces constructeurs-là sont curieusement les plus dynamiques. Nous, on les pousse vers la R&D. Parfois, au fin fond d'un garage, il y a une évolution majeure. On pense au Brock ou au Husqvarna, mais Brock, ça a été le leader sur le robot des constructions. L'inconvénient de ces solutions un petit peu isolées, pour vous, l'inertie, dans l'usage, il faut de la maintenance. L'inertie industrielle de ces grands groupes que vous citez les freine dans le développement de solutions. Tout à fait. Nous, entreprises et syndicats et fédérations professionnelles, on doit leur exprimer une demande claire. Adrien, est-ce que vous partagez ce point de vue et est-ce que vous êtes prêt à aller dans la complexité de cette logistique énergétique sur le chantier? Alors, prêt, oui, on est toujours prêt à essayer de modifier nos façons de travailler pour atteindre nos objectifs. Mais je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus c'est complexe, moins ça va être facile pour le chantier de pouvoir le faire d'un point de vue standard et fonctionnement. Donc, changer nos usages de fonctionnement, oui, ça c'est ce qu'on est déjà en train de faire. Hein. Le matériel électrique, de fait, change la façon d'aborder une tâche, notamment sur les timings qu'on fait et intégrer plus de temps de recharge que l'est un matériel thermique. Le maître mot, c'est effectivement d'être simple et c'est du coup, pour le coup, là, mon travail au quotidien avec des loueurs et des constructeurs pour que ce qu'on imagine sur le papier soit vraiment réalisable sur le chantier avec l'ensemble des contraintes qu'il y a sur le chantier. Et une contrainte sur laquelle on a assez peu parlé, mais c'est les contraintes de changement quotidien de l'environnement de chantier. Donc, ça peut avoir des complexités et rendre complexe quelque chose qui, sur le papier, peut être simple pour quelqu'un qui imagine une solution. Donc, oui, on doit aller plus loin, j'ai envie de dire. On doit aller plus loin. Maintenant, attention aux conséquences sur le chantier qui, elles, souvent, d'une chose qui nous paraît simple, c'est bien plus compliqué à gérer au quotidien. Et je pense que les différents échanges qu'on a pu avoir depuis ce matin le montrent bien. Donc oui, on est toujours disponible. Et pour le coup, c'est pourquoi chez Bouygues Construction, on a créé un service comme celui que je gère qui doit traiter ces questions-là pour les chantiers et apporter des solutions qui sont viables et qui sont standardisables le plus possible. Donc vous êtes un petit peu en avance de phase pour défricher un petit peu tout ça dans un contexte. Je ne sais pas, en tout cas, je suis missionné pour. Oui, dans un contexte. En tout cas, c'est mon boulot. Dans un contexte économique que l'on connaît, Patrice, est-ce que c'est l'occasion de discuter un petit peu le modèle ou on fait le dos rond en attendant des jours meilleurs? Non, comme tout le monde, on a aussi une trajectoire carbone à atteindre. On est friand de toutes ces nouveautés. Nous, on fait des essais pour y arriver. Bon, et aujourd'hui, on va encore reparler. C'est plutôt l'offre qui n'est pas là.
Nous, quand on voit notre bilan carbone, on est bon, les voitures, les camions, elle n'est pas très très élevée. Bon, ailleurs, c'est la partie la plus facile aujourd'hui pour décarboner, c'est les véhicules et les camions. Les bâtiments aussi, il faut aussi qu'on pense à nos bâtiments. On travaille dans des bâtiments. La grosse partie chez Vinci, c'est les engins et nos usines. Donc les usines où là, c'est assez difficile de décarboner vu qu'on est un très gros friand de gaz, etc. Et pour les engins, la grosse majorité de nos engins, elles sont plutôt la très grosse majorité et qui sont très énergivores, c'est des machines de plus de 20 tonnes. Les machines les moins énergivores, c'est des petites machines où là, on y arrive, tout en sachant que pour changer un parc, c'est entre 8, suivant la nature du parc, c'est entre 8 et 12 ans. On ne va pas changer notre parc demain en un coup de baguette magique. Donc là, on a entre 8 et 12 ans. Les camions, ça peut être plus long. Nos camions, ils ne roulent pas beaucoup. Donc nos camions, on va mettre beaucoup plus de temps pour tout changer. José, dans un marché qui est quand même concurrencé, peut-être encore un petit peu plus dynamique que le reste de certains territoires, est-ce qu'on peut en faire un avantage concurrentiel ? Je ne sais pas, mais je vais essayer de compléter les propos. Il y a quelques années, on a fait un choix. Tout à l'heure, mes collègues disaient il faut avoir une trajectoire, une visibilité. Il y a quelques années, on a décidé de mettre au 100% gaz toutes nos industries routières, c'est-à-dire les centrales d'enrobés. Donc ça, il faut avoir un retour d'investissement qui est, à mon avis, pas complètement abouti pour les dernières, hein, peut-être les premières. Donc aujourd'hui, le retour d'investissement, c'est pour ça peut-être qu'on a besoin d'avoir un peu plus de temps pour avoir certaines visibilités, puisque aujourd'hui, encore, le président de la République, au début de son mandat précédent, avait annoncé le 100% électrique. On a essayé de financer, ou en tous les cas d'accompagner cette transition d'un point de vue individuel, donc les voitures. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on revient un peu en arrière, ce qui est logique, et encore plus, tout à l'heure, vous le disiez, d'un point de vue normatif, puisqu'on revient même sur la ZFE, qui, pour moi, est une priorité de santé publique, plutôt qu'une mesure écologique, si je peux me permettre. Mais en tous les cas, voilà. Ensuite, est-ce qu'on est en capacité de se payer la ZFE? Ce n'est pas le cas, puisqu'on revient dessus. Aujourd'hui, est-ce que nous, on est capable de vendre cet objectif de décarboner nos chantiers à partir du matériel électrique de petite taille ou de moyenne taille? Voilà. Est-ce qu'on est capable, d'un point de vue économique, de le vendre? Je ne sais pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le retour, ne serait-ce que sur l'entretien? Moi, je n'ai pas le retour. J'ai fait des tests sur les usages. Combien va me coûter un matériel électrique par rapport à un matériel thermique? Sa durée, son poids. Voilà. Donc, plein de questions. Aujourd'hui, on a encore des points d'interrogation à se dire, est-ce qu'on y va à 100% ou pas? Si quelqu'un sur le plateau a la réponse, je la prends volontiers. Également. Adrien, auriez-vous la réponse? Pas beaucoup plus que mes collègues, je crois, mais c'est un vrai sujet, effectivement, ce modèle économique. Mais alors, pour le coup, moi, j'ai peut-être cette chance dans mon métier de ne pas investir sur les engins aujourd'hui, puisque ce n'est pas le choix d'investissement des Mattel qui a fait beaucoup de construction, et on les prend près de loueur, donc c'est le loueur qui supporte la charge de l'investissement et donc le retour d'investissement. Après, aujourd'hui, le message qu'on passe, c'est qu'on n'est pas du tout contre avoir un prix qui est plus cher à partir du moment où il s'intègre dans une globalité qui reste cohérente pour qu'on puisse faire des chantiers et toujours faire des chantiers. C'est quand même le but de notre entreprise. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, on a quand même des clients qui sont preneurs des choses et qui sont prêts à mettre aussi l'écart, donc à faire l'effort avec nous pour que toute la chaîne, constructeur, loueur, entreprise de construction et finalement le client final puisse se retrouver. Donc, je pense que c'est un sujet qui nécessite volontairement d'être autour de la table et pas se dire je fais mon truc dans mon coin ou je refuse le sujet de fait parce qu'il y a un écart de prix facial sur la location qui est de x2, x 50% de plus, fois tout ce qu'on veut. C'est des choses qui doivent dépasser les logiques un peu habituelles qu'on a sur la bataille de l'euro, sur chaque chose. Et on a des personnes qui sont autour de la table pour discuter. D'ailleurs, ceux qui sont invités autour de la table aussi le sont complètement dans cette dynamique. Après, ce qui manque souvent, c'est le client final, celui qui va demander qu'on construise des logements, des prisons, des hôpitaux, une entreprise, une usine, des autoroutes, des routes, parce que lui aussi, il a cette mission-là. Donc, je pense que ça demande résolument du partage et de l'échange pour que des gens comprennent bien ce qui est réellement faisable, à quel coût et qui peut prendre sa part dans l'équilibre. Mais c'est comme tout nouveau modèle économique, il faut le réfléchir ensemble. Et certainement une approche filière pour être cohérent et non. pouvoir avancer. Messieurs, je vous remercie. Nous allons passer, avant de rendre l'antenne, aux questions. Mathieu, pour qui la première question?
Pour l'ensemble de la table, tout simplement, on parlait de la nécessité de stabilité et peut-être on pourrait ajouter de soutien. Quelles mesures vous verriez de la part des pouvoirs publics pour soutenir vos démarches ? José, la première mesure. D'avoir une visibilité pérenne. Donc je m'exprime effectivement de ne pas passer notre temps à changer d'idée tous les 5 ans. Mon voisin disait un retour sur un matériel, c'est 10-12 ans. Certains matériels roulants, c'est plutôt 15 ans. Donc on ne peut pas avoir des mesurettes, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, d'avoir des mesures qui soient systématiquement contredites. 5 ans, d'un point de vue fiscal également, puisque la visibilité, souvent, effectivement, il y a des aides ou en tous les cas de l'accompagnement sur la transition environnementale de manière générale. Aujourd'hui, il faut effectivement que ça soit pérenne et que peut-être on peut se tromper, mais en tous les cas, on ne peut pas systématiquement changer d'idée au fil des années. Alexandre ? Oui, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que un investissement, d'abord se planifie, ensuite on monte un business plan, on va convaincre un banquier, on va convaincre aussi une collectivité, je pense une plateforme de recyclage. L'instruction d'une ICPE, c'est 1 an et demi, 2 ans, donc on ne peut pas décréter qu'on va faire du recyclage. On fait un peu confiance aux industriels qui investissent, qui prennent du temps, qui mettent sur la table, on va former des personnels, on va demander à nos constructeurs qui nous accompagnent dans ces choix. Et surtout, on a des ressources à notre disposition qui sont sous-utilisées. Je pense au vecteur train, enfin rail, le rail. Dans toutes les zones urbaines, on a du rail. Il n'y a pas de matière qui circule dessus. Le fleuve est trop peu fréquenté. Les droits d'accès au fleuve sont pas simples. Voilà. Vincent, vous auriez... Ouais, en fait, moi, je rejoins ce qui a été dit sur la visibilité. Je pense que c'est un sujet important parce que nous, c'est par exemple ce qui nous conduit, entre autres, à être plus dans un modèle maintenant locatif sur ces équipements pour nos véhicules notamment, qui est en pleine propriété, parce qu'on est aussi sur une période de transition technologique sur les sujets-là. Donc, on parlait par exemple du B100, des biocarburants, qui il y a encore quelques années n'étaient pas forcément encore sur le marché. Et dans quelques années, il y en aura encore d'autres. Il y a eu des interdictions diesel, et puis là, on voit qu'il y a des choses qui évoluent un petit peu là-dessus. Donc, finalement, je dirais ce besoin de visibilité, il est d'autant plus fort à cette lumière-là, parce qu'il y a déjà des évolutions technologiques qui font changer la donne assez rapidement, et qui nous conduisent, nous, par exemple, à faire la location, donc à reporter finalement sur le loueur la prise de risque. Et puis après, il y avait l'autre élément qu'on abordait un petit peu à la table ronde précédente, qui est la valorisation aussi financière de ça dans les offres, parce que nous, on a un business model un peu particulier parce qu'on ne vend pas nos prestations. En fait, on les finance avec la communication des marques. Donc pour nous, un chantier n'est qu'une somme de coûts. Donc après, si on veut aussi pouvoir aller plus loin là-dessus, il faut aussi pouvoir à un moment valoriser ce que vont représenter ces coûts supplémentaires quand on a négocié des offres. Patrice, le risque de l'investissement non abouti sur ce pari technique, comment vous le gérez ? On n'imagine pas un pari sur investissement qui n'est pas réussi. Nous, quand on achète une machine, on part pour 10 ans ou 12 ans. Après, s'il y a un changement de politique, s'il y a une catastrophe ou quoi, a priori, on sera tous dans le même bateau. Moi, aujourd'hui, le plus gros risque, c'est plutôt sur l'électricité. C'est sur demain, combien on va... Le prix. On parlait des voitures, l'électricité. Aujourd'hui, quand on achète du gasoil, c'est pour... il y a toutes les taxes qui sont dessus. Aujourd'hui, quand on prend de l'électricité, il n'y en a pas. Donc, il va bien falloir retrouver les recettes liées au gasoil quelque part. Donc, certainement que les prix vont augmenter. Et ceci des capacités de production d'électricité en France et les capacités du réseau à supporter notre augmentation de besoins en électricité, vu que nous, on a certaines agences, on a des problèmes pour changer de compteur. Ils ne savent pas faire aujourd'hui, sauf nous facturer ou nous vendre des... Toujours quelqu'un là. Voilà. Mathieu, une dernière question pour rester dans le temps qui nous est imparti. Vous parliez de l'offre en matière de matériel électrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à cette offre ? Quel matériel vous voudriez voir apparaître dans les prochaines années ? On va faire le tour de table. Vincent, rien ? Non, c'est pas un matériel, c'est plutôt l'autonomie des existants. L'autonomie. Les matériels de translation autonome. Chargeur, Bobcat, la translation. José ? Aujourd'hui, c'est déjà de savoir si on a des besoins, parce que globalement, l'offre, elle sera là par rapport à nos besoins. Mon voisin le disait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, comme on est encore tous globalement dans des tests un peu
voilà, sur le terrain, on n'est encore pas sur une vraie offre et un vrai besoin, hein, puisqu'on n'a pas ce sujet d'autonomie, on n'a pas ce sujet de capacité à recharger. Donc c'est vrai que si on avait ces problèmes et ces contraintes levées, peut-être on utiliserait plus de matériel et finalement nos fabricants, comme sur l'électroportatif, ont beaucoup évolué. Et vous parliez tout à l'heure de la massification des marques dans nos entreprises pour avoir la facilité d'entretien, de service après-vente, parce qu'on parle que d'usage aujourd'hui. Mais on investit sur un matériel par rapport aussi à sa capacité ou aux fabricants à nous servir en service après-vente. Parce que sinon, on peut avoir un chantier arrêté tous les 3-4 matins si nos fabricants ne sont pas capables. Adrien, l'offre locative actuelle est-elle en adéquation avec vos besoins? Non, alors ça dépend des matériels, mais aujourd'hui, les matériels qu'on utilise le plus n'ont pas encore de version électrique. Donc, je dirais qu'on est au début et il manque sur les matériels existants de la disponibilité et sur les gammes les plus utilisées, un matériel qui existe. Je prends l'exemple, Mipel 5 tonnes, par exemple, c'est assez rare d'en trouver. On a fait un test avec un constructeur, mais on n'en a pas dans le parc locatif. On a les plus petites, mais qui ne sont pas celles qu'on utilise le plus. Pareil pour les chariots, on a un modèle qui existe, qui est un des chariots qu'on utilise beaucoup, mais qui n'est pas ce qu'on utilise le plus, qui faudrait des chariots plus importants. Donc, il manque effectivement de l'offre pour notre côté. Je rejoins sur tout ce qui a été dit sur le coût de l'électricité, sur le réseau, sur tout ça, mais effectivement, pour faire le pas de plus, il nous faudrait plus d'offres sur les cœurs des gammes des matériels qu'on utilise. Que ce soit l'achat ou en location, on voit que ce n'est pas satisfaisant. Est-ce que la tentation du matériel chinois, qui a l'air beaucoup plus développé, est envisageable? Oui. Ce sera le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie. À très bientôt pour une prochaine réunion de Chantiers de France.